Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors, bonjour à tous, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je discute avec Gaétan Lelièvre. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour tout le monde. On a beaucoup de sujets sur la table aujourd'hui, mais le gros... Oui. Donc, le gros sujet de l'heure, c'est le dossier des transports en Gaspésie. On sait que dernièrement, on entendait parler d'un problème en lien avec le chemin de fer, comme quoi il y aurait des ponts à Cascapédia-Saint-Jules qui ne seraient pas assez forts pour transporter de gros trains pour Ciment Mécanis. Donc, dans ce dossier-là, quelle est votre première réaction? Bien, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans le dossier il y a une dizaine de jours. Là. Ça a même fait le réseau national avec Mme Prince, Véronique Prince de Radio-Canada. C'est elle qui a fait ressortir la problématique, là, parce que on s'en doutait, mais c'était pas vraiment encore connu. Donc, le problème, c'est que Ciment Mécanis aurait besoin de présentement 20 à 25 wagons par semaine pour exporter son ciment par train. Et au cours de l'été, ça pourrait monter à une quarantaine de wagons. Mais les normes de sécurité, selon Transport Québec, parce que je dis selon Transport Québec parce que c'est pas unanime. Il y a des gens là, compétents dans le domaine qui questionnent beaucoup la réponse de Transport Québec au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'on serait limité à 10 wagons par semaine. 10 wagons par semaine seulement actuellement. Et tant qu'il n'y aurait pas de réparation de fait au pont entre Port-Daniel et New Richmond, bien, on ne pourrait pas transporter plus que 10 wagons par semaine, alors que le besoin actuellement est du double, puis on prévoit là, de quadrupler, monter à une quarantaine de wagons au cours de l'été. Je ne suis pas ingénieure, là, mais par semaine, en fait, est-ce que c'est 10 wagons par train ou si c'est vraiment plutôt sur une période de temps, là, le nombre maximum? Bien, il faut dire que les wagons, là, de la façon que c'est organisé, c'est que tu as un wagon qui est plein de ciment, un wagon vide, un wagon plein, un wagon vide. Donc, pour diminuer la pression sur les infrastructures, on a choisi ce mode de fonctionnement-là. Puis ce que les ingénieurs à qui je parle, moi, qui sont autres ailleurs qu'à Transport Québec, me disent, bien, c'est que ça n'a vraiment pas d'allure là, d'instaurer cette norme-là. Parce que la pression sur le pont, là, qu'on soit qu'il y ait 10, 20, 30 ou 40 wagons, l'important, c'est que la force de frappe ne soit pas concentrée. Puis de la façon qu'on va charger les trains en mettant un wagon de libre à chaque fois qu'il y a un wagon plein, bien, ça diminue l'impact sur l'infrastructure. Puis, si on parlait de 400 wagons par semaine, il dit là, je comprendrais que la pression pourrait être vraiment plus élevée. Mais moi aussi, je ne suis pas ingénieur, là, mais il me semble que 40 wagons par semaine là, sur une infrastructure qui a été construite, on sait, à 10 pour 1. Ce que ça veut dire 10 pour 1, c'est quand on a construit les ponts de chemin de fer, ces ponts-là ont été bâtis pour être 10 fois plus résistants que ce qu'ils ont besoin. Fait qu'on comprend qu'ils ont besoin de réparation. Mais de là à dire qu'on peut passer 10 wagons par semaine, puis on ne pourrait pas en passer 40, alors qu'ils ont été conçus à l'origine pour être 10 fois plus résistants que ce qu'un train demande, ça fait rire. En tout cas, ça amène beaucoup de questionnements. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Des réparations ou de revoir cette norme-là? Bien, je pense que c'est les deux. Il faudrait qu'on ait vraiment leur juste sur la norme. Puis là, on a Transport Québec qui... je comprends que le ministère ne veut pas qu'il arrive d'accident. Je comprends qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de problème. On a vu, dans d'autres municipalités, d'autres lieux, là, des déraillements, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Moi, je ne dis pas que Transport Québec est dans l'erreur. Je n'ai pas les compétences pour le dire. Mais comme député, j'écoute puis je questionne différentes personnes pour essayer d'avoir leur juste. Puis la prédominance des réponses que j'ai de personnes compétentes va dans le sens où, je dirais, l'attitude de Transport Québec est beaucoup trop rigide. Donc, il faudrait faire la lumière là-dessus. S'il faut engager une firme indépendante pour avoir vraiment un avis indépendant, parce que vous savez, le gouvernement, la pire chose qui peut arriver, c'est que le gouvernement prenne une décision puis arrive un accident. Là, on blâme immédiatement le gouvernement. Fait que je peux comprendre le réflexe, là, hyper, je dirais, précautionneux des fonctionnaires du MTQ, mais en même temps, on a quand même un préjudice qui est causé à une entreprise, là, qui est Ciment Mécanis. Puis, moi, ça m'apparaît en tout cas un élément qui devrait être éclairci très rapidement. Puis, au-delà de tout ça, bien, vous savez, le premier ministre Couillard a annoncé 100 millions il y a un an. Bien, quand est-ce qu'on va voir ces fameux travaux-là débuter? On a à peine 4 millions d'engagés.
dont la majeure partie sur des études, là. Puis encore là, ce qu'on me dit des études, là, c'est à peu près le chemin de fer. Là, le chemin de fer gaspésien, c'est à peu près le chemin de fer qui a été le plus étudié en Amérique du Nord. Donc, à un moment donné, là, il va falloir qu'on commence les travaux. Parce que chaque fois, plus on attend, plus la facture augmente parce que les ponts continuent à se détériorer. Puis il y a aussi, les gens, à un moment donné, ne croiront plus. Puis est-ce qu'on va perdre d'autres entreprises? Moi, j'ai LM Wind Power à Gaspé qui attend après le chemin de fer. Ça n'a pas de bon sens de transporter des pales d'éoliennes par la route, sur la route 132 en Gaspésie. C'est notre seule route nationale. C'est une route touristique, donc c'est vraiment pas l'idéal. Puis à un moment donné, LM ne pourra plus fonctionner par la route parce que ça coûte beaucoup plus cher. Puis Ciment Manganese, c'est une nouvelle entreprise. C'est une entreprise qu'on a supporté les 2 paliers de gouvernement. Ça a été annoncé par le gouvernement du Parti québécois, mais le Parti libéral est arrivé, il a pris la relève. Donc, c'est un dossier qui a été supporté par tous les gouvernements, tous partis confondus. Maintenant, il y a comme une aberration. Le gouvernement du Québec a mis 600 millions en investissement sous forme de prêt avec Investissement Québec, etc. Il n'y a pas de subvention, mais il y a du prêt, du capital action. Puis on est le principal actionnaire, puis en même temps, comme gouvernement qui est le principal actionnaire, on devient le principal handicap à l'entreprise en ne permettant pas d'exporter la matière produite. Donc, c'est comme si la main gauche ne savait pas ce que la main droite faisait. Moi, je pense que le gouvernement du Québec a vraiment des devoirs à faire dans ce dossier-là et le plus rapidement possible. Quand ça a été annoncé il y a un an, un engagement de 100 millions, c'était une bonne nouvelle. Mais là, il y a un an de passé, il n'y a pratiquement rien de fait. Puis on se dirige vers les élections. Donc, malheureusement, on peut se poser la question si ce n'était pas une promesse d'élection 1 an et demi à l'avance. J'espère que ce n'est pas le cas. Donc, souhaitons qu'il y ait vraiment des travaux concrets qui se fassent le plus vite possible. Très bien. Toujours dans le dossier des transports maintenant, Taxi Fortin, du côté de Chloridome, qui a annoncé sa fermeture concernant Orléans Express, qui contestait la façon d'appliquer le permis là, de la compagnie, sans rentrer dans les détails, parce que c'est une affaire qui risque d'être judiciarisée. Votre commentaire sur, en fait, ce mode de transport-là qu'on perd dans la région? Bien, c'était un taxi Philibert. Du côté sud de la Gaspésie, on le connaît un peu moins, je pense. Là. Mais du côté nord, c'était très connu puis apprécié. Dans le fond, c'était un minibus, là, une quinzaine de passagers qui pouvaient partir. Le permis était de Gaspé jusqu'à Saint-Anne-des-Monts, grosso modo. Donc, ça couvrait le nord de la Gaspésie. Puis on pouvait prendre ce taxi-là, un peu comme on prend l'autobus, mais c'était beaucoup plus personnalisé. On pouvait aller te chercher à la porte chez vous, aller te conduire à l'endroit à Québec ou à Montréal où tu voulais aller. Donc, puis ça fait longtemps là, que ça existait, une quarantaine d'années. Donc, c'est un service qui jouait un rôle important. Puis, là, comme vous l'avez mentionné, le dossier est pratiquement judiciarisé, c'est-à-dire qu'il y a eu une plainte à la Commission des transports du Québec de la part d'Orléans. Il y avait des conditions de rattacher à ce permis-là. C'était un des derniers permis de taxi de ce type-là au Québec. Puis il y avait des conditions spécifiques. Notamment, l'entreprise ne devait pas aller chercher de clients plus loin que la Gaspésie, plus à l'ouest que la Gaspésie. Puis c'est peut-être la Marthe ou Saint-Anne-des-Monts là, qui était la limite, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une plainte de la part d'Orléans, puis l'entreprise a décidé de ne pas, je dirais, se défendre devant la commission. Est-ce qu'il y a d'autres raisons en dessous de ça aussi? Moi, je connais le promoteur. C'est un jeune homme d'affaires extrêmement dynamique. Je trouve ça très déplorable. C'est dur d'entrer dans les détails parce qu'on ne connaît pas là, toutes les raisons. Mais il reste que c'est un permis qui est réglementé par la Commission des transports du Québec. Orléans a fait une plainte. C'est sûr qu'on pourrait dire que c'est la grosse compagnie qui écrase une petite compagnie. Après, à quelque part, j'entends beaucoup ça dans le milieu, mais sans rentrer dans ces allégations-là, parce que, en fait, c'est pas notre rôle de le faire. Sans Taxi Fortin dans la région, est-ce qu'il va y avoir un manque? Est-ce qu'il va y avoir un vide? Bien, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est oublions, on n'a pas à personnaliser le débat, ni du côté d'Orléans, ni du côté de M. Fortin, mais globalement, c'est un service de plus qu'on perd en région, ou un service en moins dans la région. Donc, on a déjà des problèmes avec le chemin de fer. Au niveau aérien, on sait que le problème, c'est l'accessibilité. Le coût du billet est extrêmement cher. Assez qu'on a oublié que l'avion existait en Gaspésie, là. Puis du côté de l'autocar, on a été coupé de 50 du service il y a quelques années. Orléans a coupé de 2 à 1 trajet par jour Gaspésie, Québec, Montréal. Donc là, on a 50 de coupure de service de la part d'Orléans. On a une entreprise autre qui donnait un autre type de service qui vient de disparaître. Fait que ça démontre toute l'importance puis la gravité de la situation du transport en Gaspésie. Parce qu'en fait, la différence de ce service-là, c'est que ceux qui, par exemple, n'ont pas de véhicule pour se rendre à l'arrêt d'autobus pouvaient être
en fait, pouvaient embarquer directement de chez eux. Oui, c'est un service qui était vraiment sur mesure, là. Moi, je l'ai déjà pris d'ailleurs à quelques reprises. Ma famille l'a pris. Puis, du côté nord, il était très, très apprécié. C'était le service de transport par autocar, je dirais, selon moi, numéro 1, là, dans le sens que c'était comme le premier choix, parce qu'effectivement, là, c'était plus personnalisé comme service. Puis, c'est normal. On avait 10, 15 passagers à bord. Donc, s'il y avait un arrêt pour accommoder en cours de route, on pouvait le faire. Moi, ce que j'entends, c'était vraiment un service là, de qualité, puis qui était implanté depuis une quarantaine d'années. Donc, il y avait une habitude, il y avait une clientèle là, qui était régulière. Donc, selon vous, si ce service-là n'est plus présent, est-ce qu'il va falloir qu'on trouve une alternative? Bien, oui, même des alternatives. Ça nous ramène toute la question de la problématique globale du transport. Hein, c'est Orléans, est-ce que c'est la solution? On est en négociation avec Orléans depuis bientôt 3 ans, c'est-à-dire que la région, là, pour maintenir le service d'autocar entre Gaspé et Percé, pour maintenir, je dirais, certains arrêts, il a fallu que le gouvernement du Québec puis les MRC de la Gaspésie investissent 150 000 par année. Là. On verse 150 000 par année à Keolis. On dit Orléans, mais c'est Keolis, là, la grande compagnie mère. Depuis 2 ans, on se dirige sur une 3e année de ce fonctionnement-là. Donc, est-ce qu'on va pouvoir toujours payer 150 000 $ par année à Keolis pour avoir droit à un trajet par jour Gaspésie vers les grands centres? Il me semble que c'est pas normal, là, quelque part. Il va falloir qu'on règle là, la problématique des transports une fois pour toutes, puis ça doit être une question qui doit être prise en compte là, par le gouvernement. Le gouvernement doit se rendre compte qu'aujourd'hui, en 2018, le transport, c'est aussi important que l'électricité l'était des années 40, là, quelque part. Donc là, on est vraiment un recul à ce niveau-là. Puis moi, j'entends tous les jours des inconvénients reliés au problème de transport, des jeunes qui pourraient venir s'installer en région, mais qui, pas d'avion, ils ne veulent pas venir parce que pour eux, se taper 15 heures de route là, entre Montréal et la Gaspésie, c'est pas concevable. T'sais. J'entends des personnes âgées qui quittent la Gaspésie parce que leurs médecins sont à l'extérieur de la région, leurs enfants, puis leurs petits-enfants. Fait que là, à un moment donné, ils disent, regarde, nous autres, on n'a plus la capacité de conduire notre voiture pour aller en ville régulièrement. Donc, on quitte. Donc là, c'est les jeunes qui, depuis longtemps, quittent la région, puis ne reviennent souvent pas pour l'emploi, faute d'emploi, mais là, il y en a de l'emploi. Mais même s'il y a de l'emploi, on voit moins les jeunes revenir, notamment en raison de la question des transports. Parce que oui, les jeunes voudraient venir s'installer en région avec des bonnes jobs, avoir un milieu de vie de qualité, des résidences à un prix abordable, sans élever leur famille en sécurité, mais ils ont besoin d'aller voir leur famille souvent à l'extérieur, leurs amis, se ressourcer. Puis, tant qu'on n'aura pas réglé la question des transports, là, on va avoir de la misère à être compétitif. Toujours dans le domaine des transports aussi, concernant le kit Percé qui va être repris par le gouvernement provincial, est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là? J'ai rencontré la ville de Percé cette semaine, donc la MRC aussi. J'ai eu toutes sortes d'informations. J'ai parlé au ministre Damour, responsable de la stratégie maritime, qui est le ministère qui devrait normalement être responsable du dossier de Percé. Les discussions sont au tout début entre le fédéral et Québec. Il faut se rappeler qu'il y a 1 an, le premier ministre Couillard a ouvert la porte à l'effet que le gouvernement du Québec pourrait devenir propriétaire du quai de Percé à condition que le fédéral le remette en ordre. Moi, c'est toujours la position que j'avais défendue parce que, rappelons-nous, il y a un peu plus d'1 an, Québec voulait que ce soit le Pêche-Océan, c'est-à-dire le fédéral. Pêche-Océan voulait que ce soit la ville de Percé qui se porte acquéreur, comme dans toutes les municipalités en Gaspésie. Bon, c'était pas réaliste à mon avis parce qu'une infrastructure comme ça coûte beaucoup d'argent à entretenir. Puis, c'est un quai. Ce qui est particulier à Percé, c'est un quai qui dessert surtout la clientèle touristique du parc de l'Île-Bonaventure et du Rocher-Percé, qui est géré par la CEPAC, donc par le gouvernement du Québec. 90 % des bateaux qui amérissent au quai de Percé, ce sont des bateaux qui font le tour de l'Île-Bonaventure. Donc, on a un quai qui sert à 90 % d'une société d'État qui est la CEPAC. Donc, pour moi, ça serait normal que ce soit le Québec, la CEPAC, qui soit responsable, ou un autre organisme, mais du gouvernement du Québec, soit responsable de ce quai-là. Le premier ministre a entendu le message, il a ouvert la porte, mais là, la balle est dans le camp de Pêche-Océan. Est-ce que Pêche-Océan va accepter de remettre en état le quai? Oui, le fédéral a toujours dit qu'il y avait un certain montant à investir, mais le montant que le fédéral est prêt à investir est insuffisant pour reconstruire le quai tel qu'il est aujourd'hui et de façon fonctionnelle. Donc, est-ce que vous connaissez ce montant-là déjà? On parle autour de 5 millions. C'est une somme autour de 5 millions qui serait sur la table. Mais ça peut coûter facilement le double pour faire un quai
de la même longueur que celui aujourd'hui. Puis, je dirais, c'est sûr qu'ils sont faits. Là, on entend toutes sortes de choses. J'entends, par exemple, qu'il y aurait un scénario qui serait de faire un quai en roche, un enrochement comme à Sainte-Thérèse, comme en Sabot-Fils. Présentement, c'est un quai en bois qui est là. On a un quai qu'on peut amérir des deux côtés parce qu'il est en bois, donc beaucoup plus polyvalent. Si on fait un quai en roche, du côté de l'enrochement, il n'y a plus de bateaux qui peuvent amérir là. Si le quai est moins long et en roche, bien là, on diminue beaucoup la capacité d'accostage. Donc, il y a tout un problème. Puis au-delà de ça, Percé, c'est un arrondissement naturel. Hein? Depuis 1973, si je me souviens bien, Percé est un arrondissement naturel décrété par le ministère de la Culture du Québec. Puis, entre la côte de Surprise puis la côte du Pic de l'Aurore, toutes les propriétés qui sont là, si tu veux changer une fenêtre, tes galeries, ton revêtement extérieur, il y a des exigences supplémentaires qui s'appliquent au niveau de la loi sur les biens culturels. Le quai est aussi un ouvrage, c'est une forme de construction, un quai, donc il est aussi visé par cette protection-là au niveau culturel. Puis moi, je pense que ça serait inadmissible. Il ne faudrait pas qu'on arrive au constat que le quai qui va être reconstruit serait reconstruit comme un quai industriel dans n'importe où au Québec. Percé est un arrondissement naturel, c'est la capitale touristique de la Gaspésie. Le quai, tout le monde, là, tout touriste qui vient à Gaspé va marcher sur le quai. Donc, il faut que le quai soit encore accessible pour les touristes. Si c'est un quai qui est fait comme un brise-lames, il y a une section qu'on ne peut plus avoir accès. Donc, ça serait dommage pour l'industrie touristique. Puis en plus, c'est la question aussi de l'aspect visuel, là. Moi, je pense qu'un quai en roche, en plein milieu du village de Percé, bien, ça serait défigurer le village de Percé, là. Puis, présentement, le quai est construit en bois. Il est comme ça depuis très longtemps. Et c'est pas vrai que le gouvernement du Canada n'a pas les moyens de reconstruire cet ouvrage-là qui lui appartient en respectant les normes patrimoniales qui sont en vigueur. Le commun des mortels qui veut changer une planche sur sa galerie à Percé, il faut qu'il respecte les normes patrimoniales. Ça coûte plus cher, puis c'est comme ça depuis 40 ans. Puis là, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec reconstruiraient un quai qui ne respecterait pas les normes culturelles, bien, ça serait comme faire du favoritisme. C'est un passe-droit. Puis s'il y a quelqu'un qui a le moyen de payer, je pense que c'est bien les deux paliers de gouvernement. Fait que ça, moi, je vais être très vigilant là, à ce niveau-là pour m'assurer. J'ai sensibilisé les gens de Percé que j'ai rencontrés des derniers jours. J'espère qu'on va tenir compte là, de cet aspect-là. Le quai de Percé, c'est l'endroit en Gaspésie où il y a le plus grand nombre de touristes par année qui est visité. Donc, c'est plus que le parc Forillon. C'est plus que n'importe quel site touristique en Gaspésie. Donc, il faut faire attention à cet ouvrage-là puis s'assurer qu'il soit reconstruit de façon à répondre aux besoins des usagers, les bateliers, etc., les croisières. Eux, premièrement, sont les grands utilisateurs, mais il y a aussi les pêcheurs qui sont là, pêcheurs d'homards, d'autres types de pêcheurs. Puis après ça, bien, il faut tenir compte de l'industrie touristique parce que c'est avant tout un lieu touristique. Puis quand on arrive au quai de Percé, je ne sais pas si la pancarte est encore là, mais elle l'était jusque l'an passé, c'est inscrit, c'est la seule place en Gaspésie où sur le quai, il y a un écriteau du fédéral qui dit pêche, quai de tourisme géré par Pêche Océan Canada. Donc, même le fédéral a reconnu la particularité en y donnant cette dénomination-là. Fait que j'espère qu'il va être cohérent hein, dans sa démarche. Puis l'autre aspect aussi où il faut être prudent, c'est la question des délais. Ça fait trois printemps qu'on évalue le quai, puis on doit faire des travaux temporaires pour s'assurer qu'il est sécuritaire. On va devoir le réévaluer ce printemps, puis j'espère que le quai ne sera pas fermé, parce que si jamais on trouve qu'il y a des problèmes de sécurité, bien, on pourrait en arriver à la décision de le fermer. Donc, ce serait de valeur qu'on perdrait une saison. Donc, un gros enjeu à suivre des prochaines semaines, le quai de Percé. Absolument. Maintenant, je change complètement de dossier. On apprenait récemment là, que dans la poursuite de Gastem contre Restigouche Sud-Est, pour avoir déposé un règlement pour protéger ses sources d'eau potable là, contre la compagnie pétrolière, en fait, que Restigouche n'aura pas à payer le million là, réclamé par Gastem. Donc, simplement un commentaire sur toute cette histoire-là. Bien, c'est une excellente nouvelle. Hein? C'était spécial là, que c'est vraiment David contre Goliath, là, que la compagnie Gastem ait poursuivi Restigouche Sud-Ouest pour 1 million de dollars, une petite municipalité qui avait tout simplement adopté un règlement pour protéger son eau potable. C'était une municipalité de 168 habitants, il faut le préciser. 168 habitants, là. C'était vraiment David contre Goliath. Puis, en tout cas, moi, j'étais heureux de constater là, les conclusions du jugement.
la municipalité ne sera pas obligée de payer, mais au-delà de ça, c'est que ça reconnaît la capacité légale des municipalités d'intervenir au niveau de l'adoption de règlements quand c'est pour l'intérêt public. T'sais. C'est sûr qu'à tout, c'est un dossier qui est extrêmement complexe, là. La question des hydrocarbures au Québec, le gouvernement a adopté des règlements, il y a d'autres règlements qui s'en viennent, tout bouge, là, mais à la base de tout ça, la question fondamentale, c'est est-ce que les municipalités un jour vont avoir le pouvoir d'adopter des normes pour légiférer au niveau des hydrocarbures sur leur territoire, surtout en milieu habité. Puis là, on parle de milieu habité, c'était vraiment la protection de l'eau potable dans la communauté. Donc, présentement, on a un règlement provincial qui fixe des normes de 500 mètres, puis les municipalités n'ont pas le droit encore là, d'adopter un règlement plus sévère que celui du ministère du gouvernement du Québec. Donc, il y a un pas de gagné, oui. C'est un pas dans la bonne direction. On a franchi une étape intéressante. Au moins, on n'a pas reconnu coupable une municipalité qui agit dans l'intérêt de tous pour protéger l'eau potable, mais il reste quand même qu'on doit aller plus loin. Puis les prochains règlements qu'on attend, qui sont en pré-publication au gouvernement du Québec, vont venir fixer des normes là, supplémentaires qui n'existaient pas. Moi, j'ai hâte de voir, en tout cas, ça va être quoi ces normes-là. Puis Gaspé aussi est en attente là, de ça ici. Il y avait aussi un règlement qui avait été adopté par la Ville, mais Petrolia n'avait pas poursuivi la Ville de Gaspé à l'époque. En tout cas, ça n'était pas allé aussi loin. Donc, c'est un dossier à suivre. Mais oui, c'est une excellente nouvelle, mais le combat n'est pas gagné au complet. C'est un dossier, là, toute la question des hydrocarbures au Québec qui ne fait que commencer. Très bien. Maintenant, une dernière question en terminant. On sait que c'est l'année des élections, qu'il y a un budget qui s'en vient aussi. Quelles sont vos attentes de la part du gouvernement provincial pour la région? Bien, je dirais, je pourrais vous en donner quelques-unes des attentes pour chaque municipalité du comté. Mais si on y va de façon globale, là, le budget va être adopté prochainement. Il y a eu un sommet sur le transport aérien qui s'est tenu le 2 février. On nous a dit qu'il y aurait des budgets pour le transport aérien en région. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va avoir, par exemple, des budgets pour aider les municipalités à moderniser leurs aéroports, les mettre à niveau? On sait qu'à Grande-Rivière, il y a plusieurs millions à mettre sur l'aéroport. Nonobstant juste le fait que l'aéroport est important pour l'évacuation médicale, il reste que ça pourrait être un outil de développement touristique, là, si on pouvait améliorer l'infrastructure, aller chercher un transporteur, tout ça. Donc, le transport aérien, j'espère qu'il va y avoir des choses pour les régions à ce niveau-là. L'évacuation médicale aussi, là, du côté de certains aéroports, c'est de plus en plus difficile pour l'avion-ambulance d'atterrir. Donc, il faut que Québec là, modernise ou modifie sa flotte d'avions parce que de plus en plus, les appareils ne peuvent plus atterrir dans des régions comme la Gaspésie. On a 4 aéroports sur 5 dans la région Gaspésie-les-Îles où un des 2 avions ambulance ne peut pas atterrir 80 % du temps. Donc, c'est illogique. Les avions ambulances sont pour l'évacuation des patients en région. Puis j'ai 4 aéroports sur 5 qui ne peuvent pas accueillir un des 2 appareils. Donc, c'est quoi le problème avec ces appareils-là? C'est qu'ils demandent une piste plus longue que ce qu'on a. Donc, si la piste n'est pas 100% sèche, c'est-à-dire, puis là, quand on dit sèche, là, juste une petite rosée tomberait, là. On ne parle pas de neige, on ne parle pas de verglas, là, juste de la pluie. Il y aurait un orage qui aurait tombé. Si elle n'est pas 100% sèche, là, il y a un des 2 avions qui n'atterrit pas la plupart du temps. Donc, au niveau aérien, maintenant, il y a toute la question aussi des pêches. J'ai hâte de voir ce qui va arriver aussi. Là, la pêche au crabe, la pêche à la crevette, là, on a des gros défis ce printemps. Là, on parle plus du côté fédéral, mais le ministre Leblanc devrait passer dans le coin, qu'on me dit. Là, en tout cas, s'il ne vient pas, il va falloir au moins qu'il nous rassure, parce que les déclarations là, récentes des fonctionnaires là, disant que la pêche au crabe pourrait être écourtée, même peut-être ça allait jusqu'à canceller cette année. C'est important, c'est des conséquences énormes pour notre industrie. Là. C'est des milliers de travailleurs en Gaspésie. Donc, les pêches, là, vous savez, 350 millions qui ont été investis par le fédéral pour la modernisation de l'industrie des pêches, pas un sou pour le Québec. Donc, là-dessus, il y a un consensus. Tous les partis confondus ont demandé au fédéral là, d'inclure Québec dans ce budget-là. On demande une trentaine de millions, même pas 10 % du budget. C'est vraiment pas grand-chose, mais à date, on a 0. Pas une scène du fédéral pour la modernisation des pêches. C'est difficilement acceptable. Maintenant, il y a toute la question là, des budgets pour la santé. Hein? Il y a beaucoup de défis dans la santé aussi. On voit qu'il y a eu des coupures dans les dernières années. On a un grand territoire. Là. Puis le fait d'avoir tout unifié, là, le 6, là, tous nos hôpitaux sont rendus avec une seule direction. Peut-être que dans les villes, ça allait bien, c'était faisable. Mais ici, avec des immenses territoires, là, on voit que
l'organisation du travail est plus complexe. Là. Puis on le sent après plusieurs années, là, on parle de près de 3 ans, il y a encore des lacunes sévères. Moi, j'entends parler aussi beaucoup le problème là, des soins spécialisés. Les gens qui doivent partir de la Gaspésie pour aller suivre des traitements à Rimouski, à Québec, à Montréal, ça coûte cher. Il n'y a pas vraiment de budget pour défrayer les coûts réels. Puis, normalement, on devrait avoir accès aux services de santé un peu partout au Québec, là, de la même façon. Mais c'est pas vrai. Là. Si tu es à Montréal ou à Québec, puis si tu es à Gaspé ou à Grande-Rivière, là, c'est pas vrai que ça coûte la même chose pour avoir accès à des services de santé spécialisés. Donc ça, est-ce qu'on va régler ça? Est-ce qu'on va améliorer ça? Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. L'emploi aussi, qui aurait dit là, qu'on parlerait de pénurie d'employés en Gaspésie. Fait que je pense qu'il faut de plus en plus regarder vers l'immigration. L'industrie de la pêche là, me dit qu'ils sont vraiment rendus là. LM Wind Power à Gaspé est rendu là aussi. On a vraiment une pénurie d'employés. La population est vieillissante. Vous savez, le taux de chômage a diminué, oui. Le gouvernement nous dit souvent que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas dans toutes les régions du Québec, incluant la Gaspésie. C'est vrai. Mais est-ce qu'on a créé tant d'emplois que ça dans les 4 dernières années? La réponse, c'est non. À part de LM Wind Power à Gaspé, là, qui a triplé son nombre d'emplois, puis le taux de chômage a diminué partout en Gaspésie, c'est parce qu'en réalité, c'est qu'on n'est plus vu en Gaspésie qu'ailleurs. Donc, les gens arrivent à leur retraite plus rapidement. Puis moi, je le vois, là, il y a dans les dernières années, beaucoup de personnes sont parties à la retraite. Il n'y a pas eu de jeunes en région pour compenser. Donc, il y a moins de gens à la recherche d'emploi parce que la définition d'un chômeur, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'emploi. Si tu es à la retraite, tu n'en cherches plus d'emploi. Donc, il y a vraiment une pénurie d'employés et il va falloir qu'on facilite les mesures pour l'arrivée de nouveaux travailleurs en région. L'immigration est incontournable, puis tous les employeurs qui sont dans le dossier de l'immigration me disent que c'est très complexe, c'est difficile et ça coûte très cher. Donc ça, il va falloir qu'on règle ça parce que, notamment dans les pêches, là, je ne pense pas que c'est généralisé partout. Il y a une rareté de main-d'œuvre, oui, mais le pic, la crise, là, est vraiment dans les pêches. Puis les pêches, c'est le tiers de l'économie de la Gaspésie. Donc, c'est super important. Il va falloir qu'on trouve une façon d'aider les industriels à régler le problème de la main-d'œuvre. Donc, il y a des besoins un peu partout. Le tourisme aussi. Du côté de la Gaspésie, l'industrie touristique est de plus en plus importante. On voit de la relève. Regardant à Percé, là, il y a 6 commerces qui ont été transigés cette année. Pratiquement tous des jeunes qui sont des nouveaux acquéreurs. Ça, c'est intéressant. Ça donne confiance en l'industrie touristique. C'est bon pour Percé, c'est bon pour la MRC Rocher-Percé. Donc, le tourisme aussi. Là, on va avoir besoin de programmes pour nous accompagner. Il y a un nouveau programme qui est sorti. On me dit que les critères sont assez sévères. On va travailler ça là, avec les promoteurs parce que des beaux projets au niveau touristique, puis je pense que ça accorde bien avec le modèle de développement qu'on s'est donné. Donc, il y a des besoins un peu partout, puis je dirais le commentaire général, il faut qu'on mette à la disposition des régions des budgets particuliers qui répondent aux besoins des régions. On a beaucoup de budgets qui sont nationaux, avec des paramètres mur à mur. Puis souvent, les paramètres, les critères, les programmes là, sont faits plus pour les grands centres. Donc, on a besoin là, vraiment d'avoir des programmes qui sont modulés, adaptés aux régions. Puis, si on a ça, là, je suis convaincu qu'on a des beaux dossiers, des beaux projets qui vont aller de l'avant. Puis, il y a de l'espoir en Gaspésie. Il s'agit qu'il y ait une volonté gouvernementale de nous accompagner. Puis, le train serait un bel exemple. Si le gouvernement pouvait le régler, là, je pense que ce serait un bel exemple. C'est son dossier, donc on attend après lui. Donc, Gaétan Lelièvre, merci beaucoup. Merci à vous.